des costumes qu'il n'avait pas. D'abord, Johnny était quand même un grand conservateur. Ouais. C'était un artiste qui conservait beaucoup. Johnny n'était pas l'homme que vous croyez. C'est par cette phrase simple mais dévastatrice que Laetitia Hallyday a brisé le silence. Une phrase qui, en une seconde, fait vaciller 20 ans de mythologie, d'admiration, d'images figées dans la mémoire collective. Une phrase qui a glacé des millions de fans et qui marque le début d'une vérité longtemps étouffée. À 50 ans, Laetitia n'a plus peur. Elle ne cherche ni à choquer, ni à détruire une légende. Au contraire, elle veut, enfin, montrer l'homme derrière l'icône. Celui que personne ne voyait, même pas ceux qui l'acclamaient depuis les gradins en feu de Bercy ou du Stade de France. Le Johnny intime, le Johnny fragile, le Johnny imprévisible et, d'une certaine manière, le Johnny que tout le monde pressentait sans jamais oser l'admettre. Elle se souvient de ses hésitations, de ces années à se demander « Est-ce que le public est prêt ? Est-ce que la France sait vraiment qui était Johnny Hallyday ?» Puis un jour, elle a compris qu'elle-même n'était plus capable de porter seule ce fardeau de secrets, de contradictions, de vérités trop lourdes, car derrière les cuirs noirs, derrière la voix rugueuse et les regards morts de braise, derrière l'homme qui pouvait faire trembler une foule entière d'un seul geste, il y avait quelqu'un d'autre, un homme rongé par ses peurs, un mari difficile, souvent absent, un être déchiré entre grandeur et abîme. Laetitia raconte qu'au fil des années, elle avait fini par vivre avec deux Johnny, celui que la France adorait et celui qui s'effondrait dans leur nuit californienne, loin du tumulte des concerts, là où personne ne pouvait le voir. Un Johnny qui doutait, qui se perdait, qui lui disait parfois en chuchotant « Tu crois vraiment que je suis fait pour être aimé ?» C'est précisément cette dualité que Laetitia décide aujourd'hui de révéler. Pas pour juger, pas pour salir, mais pour comprendre, pour expliquer, pour donner un visage à cette part d'ombre que même les fans les plus fidèles avaient toujours perçu dans les silences du chanteur, dans ses gestes brusques, dans ses excès incontrôlés. Et c'est là que débute la première révélation choc. Pendant plus de 20 ans, Johnny a enregistré, filmé, documenté sa propre vie dans des archives secrètes, des centaines d'heures d'images, de notes personnelles, d'aveux chuchotés, de scènes captées sur le vif sans mise en scène, des archives qu'il n'a jamais voulu montrer, des archives qu'il n'a jamais eu le courage de détruire, comme si, quelque part, il savait qu'un jour, quelqu'un devrait raconter sa vérité. Ce que Laetitia y a découvert va bien au-delà des simples souvenirs familiaux. Dans ses enregistrements, Johnny apparaît sans filtre, sans armure, sans la lumière aveuglante qui efface les failles. Un homme brisé parfois, tendre d'autres fois, tourmenté souvent. Un homme qui se dévoile. Un homme qui avoue ses erreurs, ses regrets, ses peurs les plus profondes. Et c'est là que tout commence vraiment. Car ce que ces archives montrent, ce n'est pas une star, ce n'est pas un rocker immortel, ce n'est pas une idole infaillible, c'est un être humain, un être qui lutte, un être qui souffre, un être qui, malgré sa stature de géant, avait peur d'être trop petit pour le monde. Cette vérité-là, personne n'avait encore osé la regarder en face. Et si ce que Laetitia s'apprête à révéler dans les chapitres suivants bouleverse l'image de Johnny, ce n'est pas pour détruire la légende, mais pour la rendre plus vraie que jamais. Il existe quelque part entre Los Angeles et Paris des boîtes empilées qui contiennent ce que Johnny avait de plus précieux. Sa vérité, pas celle qu'il chantait, pas celle qu'il montrait, mais celle qu'il vivait. Près de 700 heures d'archives privées, filmées, enregistrées, gardées comme un journal intime que personne n'aurait jamais dû ouvrir. Pendant longtemps, même Laetitia n'avait pas tout regardé. Elle savait que ces images étaient chargées d'une force étrange, presque dangereuse, comme si Johnny y avait confié les fragments d'une âme trop lourde à porter. Le jour où elle a décidé de tout visionner, elle s'est retrouvée face à un autre homme, un Johnny inconnu, inattendu, bouleversant. Dans une des premières parts-cassettes, il apparaît assis sur un canapé, les cheveux en bataille, un verre oublié sur la table. Pas de projecteur, pas de maquillage, pas de micro HF dissimulé sous une chemise de cuir. Juste un téléphone posé devant lui, et il dit, presque dans un souffle, « Je ne sais pas si je tiendrai encore longtemps, j'ai peur de ne plus être à la hauteur. » Laetitia raconte qu'en entendant ces mots, elle a senti son cœur se serrer. Pendant que la France l'acclamait comme un dieu vivant, lui se demandait s'il en valait vraiment la peine. Voilà l'un des paradoxes les plus violents de Johnny. Plus il était applaudi, plus il doutait. Ces archives montrent ce doute dans toute sa nudité.
Elles montrent aussi ses colères, brutales, presque animales, quand il se sentait dépassé. Des disputes captées en pleine nuit, des moments où il déambulait en silence dans la maison, incapable de trouver le sommeil. Des heures où il se confiait à la caméra comme à un ami imaginaire, attendant une réponse qui ne viendrait jamais. Mais ces images ne sont pas seulement sombres. On y voit aussi des instants d'une douceur immense. Johnny jouant avec Jade, tenant Joy dans ses bras, chantant doucement pour les endormir. Il avait une façon étrange de redevenir enfant lorsqu'il était avec elle, comme si, dans le rire de ses filles, il retrouvait un morceau de son enfance volée. Certaines vidéos sont presque trop intimes pour être décrites. L'idole y apparaît vulnérable, parfois brisé, parfois lucide, souvent épuisé. On le voit réfléchir longuement sur ses erreurs, sur ses excès, sur ce besoin continuel de reconnaissance qui le rongeait depuis des décennies. Dans un enregistrement plus récent, il murmure « Oh c'est Boost, je ne suis pas fait pour la solitude, elle me tue un peu chaque jour. » Cette phrase, Laetitia ne l'a jamais oubliée. Elle dit que tout Johnny tient dans cette seule pensée. Un homme qui avait besoin du feu de la foule pour vivre et du silence des autres pour se détruire. Ce que révèlent ces 700 heures, c'est un Johnny tiraillé entre deux pôles. L'étoile flamboyante, sûre d'elle, conquérante, magnétique, et l'homme rongé, inquiet, fragile, parfois perdu dans un gouffre intérieur. C'est cette dualité qui fascine tant Laetitia. Et c'est cette dualité que les fans n'avaient jamais pu voir jusqu'ici. Dans ces images inédites, Johnny n'est plus le rocker qui enflamme des stades entiers. Il est un homme cherchant désespérément à se comprendre lui-même. Laetitia dit que visionner ces archives fut une épreuve. Non seulement parce qu'elle réveillait des blessures encore vives, mais aussi parce qu'elle témoignait d'une forme de vérité nue qu'elle n'était pas sûre que le public était prêt à entendre. Pourtant, elle savait qu'un jour, ces archives devraient en parler, car elles expliquent en tout ses excès, ses colères, ses silences, ses choix inconcevables, et surtout les fractures qui allèrent bientôt déchirer son couple. Parce que derrière ces enregistrements mélancoliques se cache la seconde grande révélation, celle d'un amour qui semblait indestructible, mais qui, dans l'ombre, s'effritait jour après jour. Dans les images secrètes de Johnny, un motif revient, lancinant, douloureux, presque obsédant, la solitude. Cette solitude-là, même entouré de milliers de personnes, même porté par l'amour de tout un pays, il ne parvenait jamais à s'en défaire. Et c'est cette solitude, selon Laetitia, qui l'a conduit vers ses excès les plus destructeurs, y compris les infidélités qui ont fissuré leur couple dès les premières années. Pendant longtemps, le public n'a vu qu'un duo parfait, un Johnny amoureux, protecteur, radieux sur les tapis rouges, et à ses côtés, une Laetitia lumineuse, presque irréelle, comme une encre qui stabilisait le rocker tempétueux. Mais derrière les portes closes, les failles étaient immenses. Laetitia raconte l'une de ces nuits où tout a vacillé. Elle avait découvert un message, juste quelques mots, pas de nom, pas de visage, mais assez pour comprendre, assez pour sentir ce vertige qui vous broie l'estomac. Avec Johnny, rien n'était jamais simple, dit-elle aujourd'hui avec un sourire amer. Elle savait qu'elle aimait un homme qui se sentait constamment en danger, un homme pour qui l'amour était vital mais jamais suffisant, un homme qui cherchait à remplir un vide intérieur que personne n'aurait pu combler, pas même elle. Les disputes étaient parfois explosives. Johnny criait, se refermait, partait pendant des heures, parfois des jours. Elle restait là, à attendre que la tempête passe, comme une femme accrochée à un mât en pleine houle. Quand il revenait, il pleurait. Il jurait qu'elle était la seule, l'unique, celle qui donnait un sens à sa vie. Et Laetitia, malgré la douleur, croyait en chaque mot, parce qu'elle avait vu cet homme fragile derrière le rocker, parce qu'elle savait que Johnny ne trompait pas par caprice, mais par peur. Une peur étrange, presque enfantine, celle de ne pas être aimé, celle d'être abandonné avant même que quelqu'un ne songe à le quitter. Il y a un passage qui revient souvent dans les confidences de Laetitia. Une phrase qu'il lui avait dite après l'une de leurs plus grandes crises. « Quand je me sens vide, j'ai besoin d'oublier que je ne suis qu'un homme. » Cette phrase, elle l'a hantée pendant des années, car elle révélait tout. Johnny n'était pas un séducteur classique. Il n'avait rien du Don Juan insouciant qu'on imaginait. Il était un homme qui parfois paniquait à l'idée de ne pas exister assez. Laetitia, dans l'ombre de ces tempêtes, a souvent choisi le pardon. Pas par faiblesse, pas par naïveté,
mais parce qu'elle savait que leur couple reposait sur quelque chose de plus profond, une forme d'amour absolu, irrationnel, qui dépassait les trahisons. Elle l'aimait autant pour ce qu'il était que pour ce qu'il n'arrivait pas à être. Il y avait aussi ces moments de réconciliation d'une intensité presque cinématographique. Johnny qui revient, épuisé, tremblant, déposant sa guitare comme on dépose une arme, Laetitia qui le regarde longuement, sans parler, et lui murmurant « Pardonne-moi, j'ai peur de te perdre ». Ces scènes, elle ne les avait jamais racontées, parce qu'elles ne sont ni glorieuses, ni romantiques. Elles sont humaines, trop humaines. Elles disent la vérité d'un couple qui s'aimait dans l'excès, se brisait dans l'excès et se reconstruisait dans l'excès. Mais bien sûr, le monde extérieur ne voyait rien. Tout semblait parfait, les photos, les vacances, les sourires. Personne n'imaginait les nuits blanches, les doutes, les cris étouffés, les silences lourds. Personne ne voyait que derrière chaque apparition publique se jouait un fragile équilibre. Ce qui a fini par fracturer leur vie n'a pas été une infidélité de trop, ni une crise plus violente qu'une autre. C'est ce qui arrivait ensuite, la spirale de dette, de décisions incompréhensibles, de responsabilités qui pesaient soudain sur les épaules de Laetitia. Une réalité financière brutale, inattendue, qui a transformé une épouse en gestionnaire d'urgence et une femme amoureuse en gardienne d'un empire en ruine, ce moment-là a marqué un tournant définitif. Car si le cœur de Johnny battait encore pour elle, ses choix passés allaient bientôt les emporter dans une tourmente dont aucun des deux n'aurait imaginé la violence. La plupart des gens imaginent Johnny comme un homme richissime, vivant dans des villas baignées de soleil, conduisant des voitures de collection, entouré d'objets beaux d'art et de souvenirs flamboyants. Et pendant longtemps, Laetitia elle-même a voulu y croire. Elle pensait que le mythe était aussi solide que les murs de leur maison à Los Angeles, que les concerts triomphaux suffisaient à assurer une vie confortable, presque royale. Mais elle s'est trompée, et la réalité qu'elle a découverte après sa mort a eu l'effet d'une bombe. Tout a commencé quelques jours à peine après les obsèques. Alors qu'elle tentait encore de respirer, de comprendre comment vivre dans une maison soudain silencieuse, son téléphone n'arrêtait plus de sonner, avocats, conseillers fiscaux, créanciers, une avalanche de mots techniques, de chiffres inquiétants, de dossiers oubliés qui semblaient surgir de l'ombre comme des fantômes. Il y a un problème, Madame Hallyday. C'est cette phrase que l'un des experts lui a dite. Calmement, trop calmement. Johnny la légende, le géant de la chanson française, avait laissé derrière lui une montagne de dettes. Rien à voir avec de simples impôts en retard. On parle d'une structure financière dégradée, d'engagements compliqués, de dépenses démesurées, d'un train de vie impossible à maintenir. Johnny vivait intensément, dépensait intensément, donnait intensément. Il n'a jamais su dire non, et son cœur immense était aussi son talon d'Achille. Laetitia se souvient de ces jours où elle a dû s'asseoir face à des tableaux Excel interminables, comprenant soudain que le mythe ne s'était pas seulement consumé artistiquement, il s'était aussi consumé financièrement. Les dettes fiscales en France, les crédits immobiliers aux États-Unis, les saisies potentielles, les ayants droit qui attendaient votre des règlements, une machine administrative implacable qui ne laissait aucune place au deuil. Elle raconte avoir parfois fondu en larmes au milieu de la nuit, seule dans son salon, avec les dossiers ouverts devant elle. Elle n'avait jamais imaginé devoir gérer un empire artistique sur le point de sombrer, mais elle n'avait pas le choix. Parce qu'au-delà de l'amour, elle avait une responsabilité. Protéger la mémoire de Johnny, protéger leur fille, et surtout éviter que tout ce qu'il avait construit ne s'effondre. C'est pour cela qu'elle a dû prendre des décisions difficiles, relancer l'exploitation du catalogue musical, travailler sur des albums posthumes, organiser des expositions, des hommages. Pour certains fans, c'était du business. Pour elle, c'était de la survie. Elle n'avait jamais voulu que la mort de Johnny devienne une entreprise, mais elle n'avait plus d'alternative. Et c'est dans ce contexte déjà explosif qu'un autre drame s'est déclenché, le testament. Lorsque les détails ont filtré, la France entière a retenu son souffle. David Hallyday et Laura Smet, les deux aînés, quasiment exclus de la succession. Laetitia désignée comme héritière principale, chargée de tout gérer, de tout protéger, mais aussi accusée de tout prendre. Le choc fut immense. Les journaux s'en sont emparés, les plateaux télé s'enflammaient, les fans s'opposaient. Chacun avait son avis. Laetitia, veuve courage ou manipulatrice? Johnny,
père protecteur ou père injuste? La vérité, comme toujours, était beaucoup plus complexe. Laetitia explique que Johnny avait pris sa décision seul, des mois avant sa mort, dans un moment de lucidité rare. Il savait que Jade et Joy étaient encore mineurs. Il savait qu'elle dépendrait entièrement d'elle. Il savait aussi que sa vie financière était un chaos que seule Laetitia comprenait vraiment. Pour lui, c'était une décision de protection. Pour ses aînés, ce fut une trahison. La bataille juridique qui a suivi fut d'une violence inouïe. Des années de procédures, de plaidoiries, de communiqués agressifs, de larmes retenues. La presse People se repaissait du moindre détail et le nom Hallyday, pourtant synonyme de passion et de rassemblement, devint le symbole d'une famille éclatée. Laetitia, au milieu de cette tempête, s'est retrouvée accusée de voler, de manipuler, de profiter. Personne ne voyait les nuits de panique, les décisions impossibles, les rendez-vous chez les avocats pendant qu'elle tentait encore de faire son deuil. Mais ce conflit sur l'héritage n'était que la surface, car ce qui se cachait derrière tout cela, c'était un Johnny terrifié par l'idée de perdre sa légende, mais aussi par l'idée de perdre ceux qu'il aimait. On dit souvent que les légendes n'ont peur de rien, qu'un homme capable de faire trembler un stade entier ne peut pas connaître le doute. Et pourtant, Johnny, lui, vivait dans la peur presque chaque jour, une peur invisible, insoupçonnable, tapie derrière ses lunettes noires et ses gestes de colosse. Laetitia explique que cette fragilité, personne ne l'avait jamais vue. Pas les fans, pas les journalistes, pas même ses proches, ou du moins pas totalement. Elle seule avait accès à cette zone de chaos intérieur, à ces heures où l'homme disparaissait derrière l'idole. La première peur de Johnny, la plus violente, la plus tenace, c'était la peur d'être oublié. Cela peut sembler absurde pour un artiste adulé par plusieurs générations, mais pour lui, chaque album était une remise en question, chaque tournée un saut dans le vide. Il pouvait rentrer d'un triomphe au Stade de France, encore électrisé par les cris de 80 000 personnes, et le soir même demander « Tu crois qu'ils m'aimeront encore demain ?» Cette question, Laetitia l'a entendue des centaines de fois. C'était un refrain aussi régulier que ses répétitions, aussi mécanique que son échauffement vocal. Johnny n'était jamais sûr de mériter l'amour qu'on lui donnait. Il avait l'impression de devoir prouver, encore et toujours, qu'il n'était pas un usurpateur, comme si chaque succès n'effaçait rien, et que chaque échec potentiel menaçait tout. La deuxième peur, tout aussi profonde, était celle de ne plus être à la hauteur. Cette angoisse se manifestait surtout avant les concerts. Les heures précédant son entrée sur scène étaient parfois un supplice. Il tournait en rond, respirait mal, devenait irritable, s'isolait, ou au contraire cherchait désespérément une présence pour se rassurer. Laetitia raconte une scène, captée dans les archives. Johnny, seul dans une loge, assis devant un miroir. Il se regarde longtemps, trop longtemps, puis d'une voix brisée, dit à haute voix « Et si ma voix me lâchait ? Et si ce soir c'était le dernier ?» À cet instant, l'homme blessé prend toute la place. Le géant disparaît. Il ne reste qu'un artiste effrayé par la possibilité d'être déchu, trahi par son propre corps. Et puis il y avait la peur de l'échec, une peur viscérale, presque animale. Chaque projet était vécu comme une bataille. Chaque nouvelle chanson devait être plus forte, plus pure, plus vraie que la précédente. Johnny vivait comme si sa carrière pouvait s'arrêter d'un claquement de doigts, comme si la légende était fragile, menacée, crépusculaire. Mais la peur la plus intime, la plus douloureuse, la plus enfouie, c'était la peur de la solitude. Laetitia affirme que Johnny craignait les silences plus que tout. Les silences entre deux respirations, les silences entre deux tournées, les silences du soir, quand les filles dormaient et que la maison retombait dans l'obscurité. Il détestait être seul avec lui-même, parce qu'il savait que les démons venaient toujours à ce moment-là. Il y avait des nuits où il errait dans la maison, en chaussons, sans lumière, comme un homme cherchant quelque chose qu'il n'arriverait jamais à nommer. Il s'asseyait parfois au bord du lit, regardait Laetitia dormir et chuchotait. « Je n'aime pas le silence, il me rappelle trop de choses. » Ces choses, il ne les expliquait jamais vraiment, mais Laetitia savait. Elle savait que beaucoup d'entre elles avaient commencé dans son enfance brisée, dans l'absence, dans le manque d'amour, dans cette blessure originelle qui ne s'était jamais refermée. Au fond, Johnny avait passé sa vie à combler un vide intérieur, par la musique, par les excès, par les amours, par les foules. Mais aucun de ces remèdes n'était définitif. Dès que les projecteurs s'éteignaient, le vide revenait, affamé, exigeant, oppressant.
C'est d'ailleurs cette peur de la solitude qui explique beaucoup de ses décisions. Ses excès, ses colères, ses réconciliations passionnées, ses gestes impulsifs. Il vivait chaque émotion comme si c'était la dernière. Il aimait trop fort, souffrait trop fort, espérait trop fort. Cette vulnérabilité, loin de diminuer la légende, lui donne une profondeur que peu avaient en se soupçonner. Laetitia dit souvent « Plus Johnny avait peur, plus il avançait. C'est ça qui le rendait unique. » Mais ces peurs si intenses ont aussi laissé des traces. Elles ont façonné l'homme, le mari, le père et la légende. Elles expliquent pourquoi sa vie semblait toujours osciller entre ombre et lumière, entre triomphe et chute libre, entre amour total et destruction. Et c'est justement dans cette dualité que se trouve peut-être la plus grande révélation de toutes, car ce que Laetitia s'apprête à dévoiler dans le dernier chapitre va bien au-delà des archives, des dettes ou des infidélités. Elle dévoile enfin le vrai visage de Johnny, celui qui n'appartenait qu'à elle et que le public n'a jamais vu. Quand Laetitia parle de Johnny aujourd'hui, elle ne parle plus d'une star. Elle ne parle plus d'un mythe, d'une icône, d'un monument de la chanson française. Elle parle d'un homme. Un homme avec ses grandeurs, ses fêlures, ses éclats de lumière et ses descentes dans l'ombre. Un homme qu'elle a aimé dans tout ce qu'il avait de beau et de difficile. Elle dit qu'il pouvait être d'une générosité rare, presque enfantine, qu'il aimait offrir plus que recevoir, surprendre plus que briller, qu'il pouvait, en une seconde, réchauffer une pièce entière par un sourire ou une attention inattendue. Il avait cette capacité unique de rendre les autres importants, de les faire exister. C'est pour cela que ses amis l'adoraient, que son public l'aimait comme un frère, que les foules pleuraient dès qu'il grimpait sur scène. Mais elle dit aussi que Johnny pouvait devenir un autre homme, soudain imprévisible, soudain blessant, qu'il se battait contre lui-même, contre ses peurs, contre des fantômes qui l'accompagnaient depuis l'enfance. Ce Johnny-là était parfois dur, excessif, incontrôlable, non par méchanceté, mais par souffrance, comme s'il cherchait désespérément un apaisement que ni le succès, ni la famille, ni l'amour n'avaient jamais été capables de lui offrir totalement. Laetitia a fini par comprendre que Johnny n'avait jamais été construit pour l'équilibre. Il vivait tout trop intensément, trop d'amour, trop de passion, trop d'excès, trop de peur, et c'est cette intensité qui a bâti la légende autant qu'elle a consumé l'homme. Elle raconte que ses moments préférés ne sont pas les concerts, ni les triomphes publics, mais ces instants discrets, presque invisibles. Johnny qui prépare un café au petit matin, pieds à pieds nus, en silence. Johnny qui chante doucement dans la cuisine, pour personne. Johnny qui fixe la mer à Saint-Barth, comme s'il cherchait une réponse dans l'horizon. Johnny qui s'endort sur le canapé, épuisé mais serein, une guitare encore posée sur ses genoux. Ce Johnny-là, le monde ne l'a jamais connu. Et Laetitia, en levant le voile aujourd'hui, n'essaie pas de le démolir. Elle essaie de le rendre entier. Elle dit « Johnny était un homme plein de contradictions, mais c'est dans ces contradictions que résidait sa vérité. » La légende du rocker flamboyant n'est qu'une moitié de l'histoire. L'autre moitié, celle que peu ont vue, celle que ses archives révèlent, celle qu'elle confie aujourd'hui, c'est l'homme fragile qui cherchait à se réconcilier avec lui-même. Alors, au moment de refermer ce récit, une question s'impose, presque naturellement. Que veut-on vraiment retenir de Johnny Hallyday, l'idole aux 110 millions de disques vendus, l'homme qui enflammait les foules, ou cet être imparfait, torturé, profondément humain, dont les failles le rendent encore plus attachant? Peut-être que la vérité se trouve quelque part entre les deux. Peut-être que Johnny fascine encore parce qu'il incarne exactement ce que nous sommes tous. Un mélange d'ombre et de lumière, de force et de fragilité, de certitude et de doute. Il n'était pas parfait, il n'a jamais prétendu l'être. Et c'est précisément pour cela qu'il est éternel. Aujourd'hui, Laetitia offre au public ce qu'elle n'avait jamais osé partager. Le vrai visage d'un homme qu'elle a aimé jusqu'au bout, malgré les tempêtes, malgré les contradictions, malgré les blessures. Parce qu'au-delà de la star, c'est cet homme-là qui mérite d'être compris. Et maintenant, c'est à vous de décider. Qui était vraiment Johnny Hallyday? Que doit-on retenir de lui? La légende? L'homme? Ou les deux? Mêlés à jamais comme une chanson qui continue de résonner longtemps après la dernière note. Dites-le moi en commentaire. Votre avis, votre ressenti, vos souvenirs comptent. Et si cette histoire vous a touché, si vous pensez qu'elle mérite d'être entendue, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres récits intimes, profonds et humains comme celui-ci.